Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios indépendantes qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous diffusent et avec TV5 Monde. Voilà, deux parties dans cette matinale d'info, le JT des territoires dans un instant, suivi du Club de la presse, puis la météo, puis à 8h l'invité politique de Territoire d'Info. C'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec Paris qui souhaite accompagner les SDF dans la durée. Il y a un an ouvrait la promesse de l'Aube, un centre d'hébergement d'urgence installé dans le 16e arrondissement de Paris. Cette structure s'est lancé le défi de mener une stratégie différente pour l'accompagnement social des sans-abri. Fini les hébergements pour une nuit seulement. Ici, on donne le temps aux résidents de construire leur avenir. Géré par l'association Aurore, le centre d'hébergement fournit un toit, de la nourriture, mais aussi un suivi médical et social à ses 203 bénéficiaires, dont 67 enfants. Un reportage de Grégoire Treutmann pour Via Grand Paris. Premier anniversaire pour les résidents du centre d'hébergement La Promesse de l'Aube, dans le 16e arrondissement de Paris. James s'est retrouvé sans logement suite à une rupture familiale. Les hébergements d'une nuit, c'est maintenant terminé. Ici, il a retrouvé une situation stable. Il espère maintenant trouver un emploi. Les 115, si vous dormez aujourd'hui, demain matin, vous allez sur le téléphone pour réserver. Des fois, il n'y a pas de place parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans la rue. Mais ici, c'est comme un contrat indéterminé. Donc, vous avez votre chambre, toute seule, et puis la douche tous les jours comme vous voulez. Le centre m'a fait du bien. Le centre m'a donné 5 kilos. Et je suis respecté sur les gens parce que j'appelle personne pour aller dormir chez lui. J'appelle plus les 115. Donc, je suis fier de moi. Les pensionnaires ont des chambres individuelles, mais partagent le réfectoire et les sanitaires. En plus d'un hébergement en toute sécurité, ils bénéficient d'un suivi médical et de l'accompagnement de 5 travailleurs sociaux. Selon CIEM, la priorité pour les résidents était de retrouver leurs repères. La plupart des personnes sont arrivées quand même assez cassées. Donc depuis un an, elles ont eu le temps de se poser. C'est surtout ça. C'était vraiment les premiers temps, hébergement, poser, alimentation, tout ça. Et ensuite, on a pu par la suite ouvrir des droits pour pas mal de personnes. Donc les personnes ont pu, certains, commencer à travailler. 27 résidents ont retrouvé un emploi et 12 autres ont déjà quitté le centre pour rejoindre un logement. Pour l'association, c'est un succès. On voit que dès lors qu'on permet aux gens de se poser, de se soigner quand ils en ont besoin et qu'on les accompagne vers une insertion professionnelle, vers une insertion durable, eh bien ça marche dès lors qu'on leur offre des lieux d'hébergement conviviaux, adaptés, autonomes, où ils ont à la fois un soutien collectif et en même temps des lieux à eux où ils vont retrouver leur intimité. Au début du mois de décembre, un nouveau centre d'hébergement a ouvert sur le même modèle dans le 12e arrondissement. Avec cette fois plus de 300 places. Les nouvelles énergies dans ce journal, ça marche. On part pour la Bretagne maintenant, pour la ville de Lorient plus précisément, qui recourt à l'énergie photovoltaïque. 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques viennent d'être posés sur le toit du centre de formation des apprentis. Un outil à ciel ouvert pour les jeunes du centre qui ont participé à leur mise en place et une opération rendue possible notamment grâce à l'épargne citoyenne. Une initiative positive qui inspire d'autres régions. Karine Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. 110 panneaux photovoltaïques fournissent désormais 20% de l'électricité consommée par le CFA de Lorient. Un outil à ciel ouvert pour 9 apprentis du centre. En octobre dernier, ils ont retroussé leurs manches pour mettre en place l'ensemble du dispositif. Il a fallu en fait monter tous les dalles gravillonnées pour lester les structures des panneaux. Et ensuite, ils se sont occupés donc tout ce qui est le montage, montage des micro-onduleurs sur les panneaux photovoltaïques, et également donc mise à la terre des panneaux. Voilà, ça a duré à peu près 5 jours. Ça a été tout de suite une mise dans le milieu et pour placer justement tout ce qui est panneaux photovoltaïques, voir comment ça marchait, toutes les étapes de la préparation jusqu'à l'installation et puis la mise en service. J'ai trouvé ça assez intéressant.
Ce projet a pu voir le jour grâce à une association, Bretagne Énergie Citoyenne. Sa vocation est de financer des projets locaux de transition énergétique. Pour mener à bien ces projets, elle a créé une société par action simplifiée. Lorsque l'on veut agir, on ne peut pas se contenter juste d'avoir une association. L'association milite, mais nous, on a voulu faire plus que ça, on a voulu financer. Et donc, pour financer, il faut passer par une société. 18 000 € ont ainsi été récoltés. Il s'agit là du 3e partenariat de ce type entre la ville et Oncimé, avec à la clé des économies. C'est la ville de Lorient qui va utiliser cette électricité. Donc on n'achète pas d'électricité, en fait, on loue des panneaux solaires, on loue un groupe électrogène. Et le prix d'allocation, divisé par la quantité d'énergie produite, ça nous fait un kilowattheure qui est en dessous des tarifs d'EDF aujourd'hui. Ce système de financement suscite actuellement l'intérêt de la région Île-de-France. La ville de Lorient sera en effet présente le 17 janvier prochain à Paris pour présenter le dispositif. Un robot sympa dans ce journal, un robot qui vous permet de visiter les musées sans bouger de chez vous. C'est désormais possible à la Villa Kérilos de Beaulieu-sur-Mer. Il suffit de télécharger une application ou de se connecter sur un site internet. Pour le reste, explication de Julie Morini pour Provence Azur TV. BIM n'est pas un robot comme les autres. Ce lundi, Renaud a pu visiter la Villa Kérilos depuis son domicile à Lyon. Il a simplement installé une application sur son ordinateur et peut diriger le robot à distance à l'aide de son clavier et de 2 caméras. Grâce à ce robot connecté, les personnes n'ayant pas la possibilité de se déplacer peuvent accéder à la culture. La société Awabot s'est associée au Centre des Monuments Nationaux pour expérimenter ce dispositif qui était surtout utilisé dans les établissements scolaires. Le système est très simple et promet une visite guidée plus vraie que nature. Alors c'est un robot qui est connecté à Internet via les réseaux 4G et qui est en fait un système de visioconférence mobile. Donc en fait à distance, l'utilisateur est sur un logiciel sur son ordinateur et il pilote le robot ici, donc il est complètement libre de ses mouvements. Aujourd'hui, le robot a 2 caméras, une en face et une dessous, ce sont des caméras fixes. Donc le problème qu'on a dans la culture, c'est que pour voir des plafonds, pour voir des détails, on était un peu limité, c'était un peu frustrant. Et du coup, on met maintenant une 3e caméra qui se branche au robot et qui est complètement libre. Et c'est le guide lui-même qui va montrer les détails à la main avec cette caméra. Et ça, c'est un vrai plus dans la culture. Depuis le 1er décembre, le robot a pris place à la Villa Kérilos de Beaulieu-sur-Mer. Maintenant que les visites tests sont terminées, le dispositif va pouvoir profiter aux établissements scolaires qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à la côte, aux enfants hospitalisés ou encore aux personnes âgées. Avec ce robot, nous expérimentons un dispositif qui permet d'avoir une visite personnalisée, très détaillée du monument sans bouger de chez soi. Et ça, c'est évidemment un progrès très prometteur pour la visite à distance des monuments historiques. C'est une façon d'unir un monument qui remonte à un passé historique lointain. Bon, c'est un bâtiment du début du siècle, mais qui reconstitue une villa grecque. Et c'est pour montrer qu'au fond, le goût antique et la modernité technique peuvent faire bon ménage. Le robot se déplace de pièce en pièce, écoute les explications et peut interagir directement. Pour les guides, cela permet d'être encore plus à l'écoute des visiteurs. Il n'y a aucune différence parce que pour moi, la personne qui est en face de moi, ce que je vois dans le robot, c'est un être. Il n'y a aucune différence. Au contraire, je suis plus attentive à lui parce que comme je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il voit, je veux bien lui expliquer encore plus. Dans une visite, les gens voient, donc souvent on passe, on ne fait pas beaucoup de descriptions, mais comme je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit, je fais encore plus de descriptions. Donc si vous voulez, je fais encore plus, je suis encore plus dans mon rôle de guide. Oui, je détaille beaucoup plus. Cette expérimentation va durer 6 mois. Si les retours sont bons, ce robot de visite à distance pourra s'étendre à d'autres lieux culturels de la région. Maintenant, une exposition qui fait sens par rapport à l'actualité, une exposition qui pose la question de la migration d'hier et d'aujourd'hui. C'est la nouvelle exposition temporaire proposée par le musée de l'image à Épinal, intitulée « La fuite en Égypte, la vie sauve », qui pose la question de la migration d'hier et d'aujourd'hui. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions s'y est rendue.
C'est la nouvelle exposition temporaire proposée par le musée de l'image à Épinal, expo basée sur la fuite en Égypte, un passage de l'évangile selon Matthieu qui raconte le départ forcé de Marie, Joseph et l'enfant Jésus pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode dans la région de Bethléem. Une histoire ou légende souvent reprise, dessinée, peinte, sculptée. Le thème de la fuite d'abord, mais aussi celui de la famille ont beaucoup inspiré les artistes du monde entier. Un thème très chaleureux que les gens, au fil des années, les imagiers ont beaucoup illustré. Non seulement les peintres, mais aussi les imagiers. C'est quelque chose qui parle d'une famille en désarroi, mais qui en même temps sait se recentrer, sait s'aimer. Et voilà, c'est un joli thème. De nombreuses œuvres sont ainsi exposées au musée, la plupart très anciennes, installées aux côtés d'autres beaucoup plus contemporaines, des photos et vidéos d'Exode d'hier et d'aujourd'hui, pour rappeler que ce thème de la fuite résonne toujours dans l'actualité. On le fait systématiquement, on amène aussi des œuvres contemporaines dans nos expositions, de la musique, par exemple de Berlioz, ou ainsi de suite. Et ça nous semblait intéressant de montrer, peut-être cette fois-ci, les images contemporaines vont mieux aider à faire comprendre ce thème ancien. Et cette exposition intitulée « La fuite en Égypte, la vie sauve » est donc à découvrir au musée de l'image à Épinal jusqu'en mai prochain. Voilà, pas simplement pour les tout-petits. Figurez-vous que la maison du Père Noël existe et ses lutins existent aussi. Elle se trouve à Carbon-Blanc en Gironde. Le Père Noël s'y est installé il y a 17 ans. Et tous les ans, du 3 décembre au 3 janvier, on vient de partout pour la voir. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde s'est rendu sur place pour vous faire vivre la magie de Noël. C'est féerique. Même nous, vraiment adultes, c'est féerique. Cela fait 17 ans que la magie opère toujours, sur les petits comme sur les grands. C'est magnifique, hein. Oui. C'est joli, ouais. Ah oui, c'est du beau travail, franchement. Les lumières, le Père Noël qui n'arrive pas à sortir du puits. C'est tellement beau à l'extérieur, donc j'ai envie d'aller voir l'intérieur, les décorations de l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu magique, il y a des lumières partout, c'est joli, c'est original. C'est en 2000 que les Boers, originaires de Lorraine, où c'est une tradition, ont décidé d'illuminer, de décorer leur maison de Carbon-Blanc, recréant un décor magique digne de Walt Disney, avec 37 000 ampoules, 4 km de fils électriques, une quarantaine de personnages animés, rajoutant chaque année un nouvel élément, un nouvel automate. Et tant pis si ça n'a pas toujours à voir avec Noël. Robert se fait plaisir et fait plaisir aux autres, même s'il investit beaucoup de son temps. 6 semaines de travail, alors plein temps, disons, je travaille quand même du matin à 9h jusqu'au soir, 20h, 21h. Mon épouse vient me chercher parfois au garage parce qu'elle dit qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais il me faut ce temps-là. Du temps, mais aussi un peu d'argent. Cette année, bon, j'ai dépensé à peu près, bon, disons, j'ai dépensé dans les 500 ou 600 euros de matériel cette année. Bon, mais c'est des petites sommes qu'on rajoute à la fin de... chaque année, quoi. Alors après, on compte plus. C'est vrai qu'il y a un vrai chiffre, mais... Mais ce n'est pas sa femme qui lui reprochera. Rosie joue elle-même le jeu en Mère Noël, mais pas seulement. C'est moi qui décore à l'intérieur de la maison, les fenêtres, les automates que je mets à l'intérieur, voilà, les bougeoirs que vous voyez, le sapin. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Forcément, un tel décor ne passe pas inaperçu. Et tous les jours, entre 18h et 20h, c'est un véritable défilé de visiteurs. Jusqu'à 1000 personnes par jour le week-end viennent parfois de loin et plusieurs fois admirer la maison du Père Noël. Et là, Robert est fier. Et en plus, depuis le 7 décembre jusqu'au 24, le Père Noël en chair et en os est là tous les soirs avec ses lutins. Magique, on vous dit. Voilà, fin de ce JT. Le journal des territoires continue. Dans un instant, c'est le Club de la presse. À 8h, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui sera en direct sur ce plateau. Mais tout de suite, c'est les unes de vos journaux en région. On les regarde ensemble. On prolonge cette revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale. On commence par Sud-Ouest, qui titre aujourd'hui à Indépendance « Les Catalans ont la parole ». Aujourd'hui, les Catalans élisent leur Parlement. C'est un reportage en Espagne de Sud-Ouest auprès des partisans et des opposants à l'indépendance. S'achemine-t-on vers la fin de la crise catalane? La question est posée dans Sud-Ouest aujourd'hui. Pour Ouest France, c'est l'aéroport de Nantes qui est à la une. Les médiateurs
parle, et c'est un reportage en page 4 du Grand Journal de l'Ouest, premier journal francophone du monde, dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc. Pour l'Union de Reims, de Sébastien Lacroix, le recensement des migrants ne passe pas. Ce sont des associations d'aide aux migrants qui qualifient de tri inacceptable le contrôle que veut opérer le ministre de l'Intérieur dans les centres d'urgence, à la une de l'Union. Pour la Voix du Nord, deuxième volet de l'enquête sur le djihad, y a-t-il encore des revenants dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est à lire en page 38-39, elle s'appelle d'ailleurs la région Hauts-de-France maintenant. Le Berry républicain, après Mélis, le Landais suspecté d'avoir tué Arthur. Vous savez que c'est ce jeune militaire. Et en page 2 et 3 du Berry républicain, on revient longuement sur cette affaire donc de le Landais suspecté d'avoir tué Arthur, le jeune militaire dont on a découvert le crâne, vous le savez. Pour la Dépêche du Midi, c'est aussi Maëlys, la piste d'un tueur en série, écrit le journal dont la rédaction est dirigée par Jean-Claude Souléry. Il a été mis en examen, Nordal Lelandais, hier pour l'assassinat de ce jeune militaire. Et des dossiers de disparition mystérieuse vont être rouverts dans cette région. Pour la Nouvelle République, le Landais impliqué dans d'autres affaires. Et puis également, à la une de la Nouvelle République, les médecins. Des aides à l'installation. Recherchons médecins, avec une grande banderole qui est à la une de la Nouvelle République. Pour la presse de la Manche, des cadeaux locaux au pied du sapin. C'est la dernière ligne droite avant les festivités de Noël dans la Manche. Créateurs, commerçants, entrepreneurs ne manquent pas d'idées. Alors pourquoi ne pas offrir des cadeaux de Noël 100% manchois? Il y avait 100% Made in France, maintenant il y a 100% manchois. Livres, vêtements, bibelots ou séjours. Voici la sélection de produits que propose la presse de la Manche comme cadeau possible. Pour les co-républicains, c'est les lettres volées retrouvées aux États-Unis. C'est une jolie histoire. À Berchères-Saint-Germain, ce sont des lettres volées lors d'un cambriolage à Berchères au début des années 80. Des lettres de Marcel Euzet qui ont été retrouvées aux États-Unis en 2002. Et ces petites filles qui habitent aujourd'hui à Villemomble ont redécouvert leur grand-père à travers ses écrits. Dans l'Écho républicain aujourd'hui. Puis pour le Télégramme, c'est le Breton de l'année. C'est le journal dont la direction de l'information est... le directeur de l'information est Hubert Coudurier, Hier soir à Rennes, c'est lors des 4e victoires de la Bretagne que le navigateur saint-politain Armel Lecléac, vainqueur du Vendée Globe en janvier dernier, a été désigné Breton de l'année. Parmi les autres lauréats, l'association Un toit pour un fauteuil a reçu la victoire du public. Et donc bravo à Armel Lecléac. Voilà. En transition, Club de la Presse aujourd'hui avec Olivier Allemand, qui est le spécialiste du monde agricole qu'on a régulièrement sur ce plateau. Et vous avez fait cet été des émissions très remarquées, notées positivement sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour Olivier, merci d'être là. Et puis Thierry Dupont de l'Express. Bonjour. Plus précisément chargé dans ce grand magazine d'information des pages villes. Avec vous, Olivier Allemand, nous allons parler des États généraux de l'agriculture, dont c'est la dernière journée aujourd'hui. Et avec vous, Thierry Dupont, nous allons, si j'ose dire, célébrer un anniversaire, celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Voilà. Nul ne peut ignorer qu'il fête ses 40 ans, surtout pas à l'Express cette semaine, avec cet article d'Éric Mandonnet sur le président, titré « L'âge de raison », mais avec un point d'interrogation. Quand même, on va regarder ça dans un instant. Tout de suite, Olivier Allemand, c'est la dernière journée des États généraux de l'alimentation. Alors moi, j'ai noté trois grosses thématiques. C'est le 15% de surface en bio d'ici la fin du quinquennat, les 50% de bio local dans les cantines et l'augmentation des moyens alloués pour les structures, les filières. Oui. C'est trois thématiques qui se sont dégagées. Alors, c'est trois thématiques qui devraient faire partie des annonces du Premier ministre ce soir aux alentours de 17h. Il faut se rappeler que les États généraux de l'alimentation, c'est quand même 6 mois de concertation au pas de charge, quand même, et qui concerne quand même plusieurs ministères, parce qu'il y a le ministère de la Santé, pour tout ce qui est sécurité sanitaire, bien-être animal, qui est concerné. Il y a évidemment le ministre de la Transition écologique, parce que là aussi, Nicolas Hulot a essayé de prendre le leadership très longtemps sur ces États généraux et en fait il n'a pas pu l'avoir et c'est bien Stéphane Travert qui les a, ministre de l'Agriculture, qui les a dirigés, même si il a quand même été, j'allais dire médiatiquement assez absent sur cette séquence de 6 mois. Et c'est le Premier ministre qui vient clôturer. Et c'est le Premier ministre qui vient clôturer, qui doit faire un certain nombre d'annonces. C'est vrai que l'objectif de ces États généraux, c'était quand même d'assurer la transition
à la fois des modes de culture pour justement fixer le cap de l'agriculture à peu près jusqu'en 2030. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'annonces, vous le disiez Cyril, qui vont être chiffrées. Le 50% de produits bio, locaux ou sous signe de qualité pour toute la restauration collective. C'est pas que les enfants et la restauration scolaire, c'est la restauration collective qu'on peut aussi avoir dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment un signe fort parce qu'un septième des repas, un repas sur 7 chaque jour, est pris en restauration collective. Vous alliez dire ça va devenir meilleur, c'est ça? En tout cas, les qualités gustatives de ces produits-là sont en tout cas en tout cas, ce qui se dégage, c'est que c'est le bio à fond. En tout cas, ce qui se dégage, c'est la montée en gamme de l'agriculture française au sens large. C'est-à-dire que même à l'export, pour pouvoir être compétitif, on va pas se battre contre, les fruits et légumes low cost de l'Espagne ou l'élevage low cost de l'Allemagne. On veut monter en qualité. C'est vraiment l'objectif, en tout cas, de ces États généraux. Et c'est vrai que on peut se poser la question de savoir si le pouvoir d'achat va suivre, parce que derrière il y a un coût qui va être un peu plus élevé. C'est un peu plus cher. Et ce qui est intéressant, la ménagère, il augmente sacrément quand on achète bio. Oui, mais c'est bio, locaux ou sous signe de qualité. Et c'est vrai que derrière, il y a aussi ce qui est important dans la loi, c'est l'inversion du cadre juridique des rapports entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Parce que effectivement, ce serait normalement à l'agriculteur de fixer son prix de départ, donc rémunérateur pour lui avant tout. Alors question à vous, Olivier Allemand, qui est un spécialiste du monde agricole. Quels sont les pays qui font très bien en bio? Alors, la France aujourd'hui est quand même un pays qui a des pratiques culturelles qui sont assez importantes. On est quand même regardé parmi les pays les européens et voire même mondiaux qui sont justement le plus en avance sur les techniques culturelles, parce qu'évidemment il faut des alternatives. Et c'est là aussi où il y a un volet recherche et investissement dans la recherche qui est important et qui ressort de ces états généraux de l'alimentation, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir avoir des pratiques culturelles respectueuses de l'environnement, il faut pouvoir... Les autres pays qui font bien, c'est lesquels? Alors, les autres pays qui font bien en bio, il y a effectivement les pays du nord de l'Europe qui sont assez bons. L'Italie s'y met. L'Italie aussi est un des pays qui est en avance. La question du prix qui préoccupe beaucoup les gens et les agriculteurs aussi. Elle est fondamentale dans ces états généraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut à la fois relancer la création de valeur et partager équitablement cette valeur pour que le revenu de l'agriculteur soit décent et qu'il puisse vivre aujourd'hui de son travail. Et c'est pour ça que là aussi, il y a eu beaucoup d'ateliers dans ces états généraux de concertation entre justement les distributeurs et les producteurs. Parce que le nœud, il est là. Et on parlait des plans de filière, vous parliez des plans de filière tout à l'heure, c'est réellement ça, c'est comment les agriculteurs peuvent se fédérer en filière pour pouvoir peser dans la négociation avec les distributeurs pour avoir un revenu. Clôture des états généraux de l'alimentation et bien sûr Olivier Allemand, vous restez connecté avec nous pour nous parler de ces questions-là. Thierry Dupont, vous souhaitez bon anniversaire au président de la République, bien sûr? Oui. Bon, parfait. C'est pas mon rôle, mais oui. Macron, l'âge de raison, mais vous posez un point d'interrogation dans l'Express aujourd'hui. Donc, le président fête ses 40 ans. Vous dites, pourtant, au soir de son élection, il a pris une décision importante, cesser d'être jeune. Mais pourquoi Éric Mandonnet écrit ça? Parce qu'on a beaucoup glosé sur la jeunesse de ce président. Et comme l'écrit Éric Mandonnet, au soir de son élection, il a décidé effectivement d'arrêter d'être jeune. C'est-à-dire qu'il a, pour pouvoir endosser... Ce qui avait fait sa force durant sa campagne, c'était justement sa jeunesse, son dynamisme. Ça, c'est très bien quand vous êtes en campagne. Et quand vous êtes après à la tête de l'État, vous devez incarner tout ce qu'on appelle le domaine régalien. Et donc là, il fallait au contraire qu'il se présidentialise. Oui. Et donc ça s'est matérialisé le soir même dans la cour du Louvre. Là, on peut dire qu'il abandonne sa jeunesse pour rentrer dans l'histoire. Voilà, on l'a vu traverser de manière majestueuse. Et donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui effectivement ne met plus du tout en scène sa jeunesse. Oui, alors là, contrairement à l'un de ses prédécesseurs qui était jusque-là... Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous écrivez. Vous mettez Emmanuel Macron, vous écrivez Emmanuel Macron ne cherche pas à mettre en scène sa jeunesse.
Alors écoutez, moi j'ai le souvenir du président de la République jouant au tennis sur le bord de la Seine au moment de promouvoir Paris 2024. Très peu. Il n'y a pas un discours où il ne met pas en avant sa jeunesse. À l'international, on voit bien qu'il serre la main très fort au président américain. C'est pas de la jeunesse, c'est du dynamisme, mais c'est pas de la jeunesse. Et lorsque vous évoquiez les parties de tennis, rappelez-vous de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on le voyait chaque semaine dans tous les magazines en train de courir. Vous ne voyez pas Emmanuel Macron faire du sport, vraiment. Vous l'avez vu quelques fois, mais vraiment très peu, alors qu'il continue à avoir une pratique sportive régulière. Donc c'est quelqu'un qui, au contraire, veut plutôt endosser le costume de président. Alors, il y a eu juste deux exceptions. C'est antinomique de promouvoir une forme de jeunesse, parce il a 40 ans. Oui, mais lui, il veut incarner, c'est pas ça qu'il cherche à incarner. Et d'abord, il ne cherche pas à cliver, parce qu'il ne veut pas apparaître comme le président des jeunes. Il est le président de tous les Français, en tout cas c'est sa volonté. J'endosse pas du tout sa stratégie, mais c'est ça qu'il entend incarner, c'est d'être le président de tous les Français, de toutes les tranches d'âge. Et un président en construction, pourquoi en construction vous écrivez ? Parce que c'est aussi quelqu'un, on a son storytelling, comme on dit, c'est quelqu'un qui est arrivé là. L'histoire qu'il veut raconter. Voilà, l'histoire qu'il veut raconter, c'est quelqu'un qui est arrivé là, après avoir eu des fonctions dans l'entreprise et puis des fonctions de conseiller, et qui aurait déjà tout compris de la fonction présidentielle. Ben non, en fait, il fait des erreurs, il apprend, et on cite notamment deux dossiers sur lesquels il non pas le tâtonner, mais en tout cas, il essaye des choses. C'est ses relations avec les syndicats et notamment avec la CFDT, et ses relations avec les maires, puisqu'on voit bien qu'avec les maires, il y a un coup je te tape dessus, un coup je te caresse, enfin voilà, c'est en construction. En tout cas, vous dites qu'il ne cherche pas à mettre en scène sa jeunesse. Dans l'Express, Macron, l'âge de raison, c'est le titre de l'article. Il y a juste deux exceptions, c'est quand il était à l'étranger, et notamment en Afrique et en Algérie. Il a discuté avec les jeunes, et il a joué langage jeune. Alors oui, parce que justement, il tient à marquer sa distance avec ses prédécesseurs et à montrer que lui appartient à une génération qui n'est pas responsable de ce qui s'est fait par le passé. Mais il a des références qui ne le sont pas. C'est-à-dire que ses mentors, c'est quand même Ricoeur et autres. Effectivement, et il a un langage qui ne l'est pas non plus. Merci Olivier Allemand, merci Thierry Dupont. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de notre invité politique de 8h en direct sur ce plateau tout à l'heure, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. C'est l'heure tout de même d'aller regarder ce qui se passe du côté du temps, c'est important, c'est malheureusement pas génial. Mais il y a aussi le temps qu'il fait dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, et là c'est beaucoup mieux. On regarde tout ça ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.